Alors bonjour Guillaume, bien content de nous trouver réunis ici aujourd'hui. Alors on se trouve là un peu mené par cette occasion qui a été la parution du Gradus ad Parnassum dans cette nouvelle traduction qui me réjouit beaucoup, que je n'avais moi-même pas vraiment prévu, qui nous est un peu tombé dessus. Et d'ailleurs, grâce aux éditions Gabriel Foucault, je les salue au passage. Elles sont quand même, parce qu'elles m'ont aussi promu, si j'ose dire, dans les ouvrages que j'ai pu produire pendant ces dernières années. Donc le Gradus ad Parnassum est de Fuchs, de Johann Joseph Fuchs, est paru. Et je dois dire que j'étais assez intrigué à la lecture de cette traduction. Je l'avais lu il y a déjà longtemps, mais c'était un souvenir un petit peu lointain. J'ai relu cette première partie, donc il s'agit bien sûr d'un traité de contrepoint hautement intéressant, mais ce traité est précédé d'une première partie qui m'a un petit peu posé des problèmes de compréhension. C'est une partie assez mathématique, qui n'est pas strictement musicale, même pas du tout d'ailleurs, qui est essentiellement mathématique. Et je dois dire que ce n'est pas les mathématiques qui me rebutent, mais c'est ce vocabulaire extrêmement ancien que je pourrais même aller jusqu'à qualifier d'un peu désuet, hein, puisqu'évidemment les notions abordées, évoquées, sont des notions qui ne sont plus du tout exprimées en ces termes aujourd'hui. Et donc voilà, donc ça m'a un peu... Et donc comme je connaissais tes compétences dans ce domaine, nous en avons discuté. Ça m'a permis de mieux comprendre des choses qui m'étaient un peu difficiles à comprendre. Et puis, j'ai eu cette idée, nous avons eu cette idée commune de donner la possibilité de produire quelques vidéos dans ce domaine d'explication. Est-ce que tu peux nous dire donc un peu le contenu de ces vidéos que nous publions aujourd'hui? Ben oui, tout à fait. Alors en effet, c'est vrai que le premier livre, le premier chapitre du Gradus ad Parnassum de Fuchs était très mathématique, mais en même temps, c'est aussi un hommage un peu des origines de la théorie musicale, Oui. qui est une théorie grecque antique, et notamment avec ce premier théoricien qui aurait été, en tout cas Pythagore, en tout cas son école. Et donc c'est intéressant de voir que c'est aussi une sorte d'hommage à ces prémices-là. Et le langage en effet est désuet. En revanche, la mathématique qui est associée, donc l'algèbre qui est associée, avec des rapports numériques en fonction des consonances et des dissonances, est toujours d'actualité. Et je trouvais intéressant, en tout cas c'est ce qu'on propose avec Jean-Louis dans ces vidéos-là, de présenter de quelle manière déjà les Grecs ont un peu mathématisé et rendu algébrique des consonances qui nous paraissent un petit peu abstraites, et de comprendre de quelle mesure la mathématique est très proche et très liée, plutôt que la musique, extrêmement ficelée à la mathématique, complètement absolument liée, et que ce qu'on considère comme étant quelque chose qui sonne juste, qui nous paraît juste, elle nous paraît juste pas parce qu'on a décidé que c'était juste comme un la du diapason, etc., mais qu'elle est juste parce que naturellement c'est déjà imbriqué dans notre nature. La notion de justesse n'est pas arbitraire, elle est profondément ancrée. Voilà, alors il y a plusieurs notions de justesse. Il y a une justesse après, qui est bien sûr, la justesse de dire est-ce que c'est un La de 440 Hz ou pas, donc ça c'est une justesse qui est assez relative parce qu'elle est du coup mixée à une donnée arbitraire, mais il y a la justesse des intervalles qui pour elle, pour le coup, est naturelle. Et ce qui est intéressant de voir dans ces vidéos, c'est de quelle manière les Grecs ont pu mettre des chiffres associés à ces consonances-là. Voilà. Donc on a fait toute cette série de vidéos, oui, donc brièvement... Enfin, tu as fait cette série de vidéos. Oui, mais on trouvait ça intéressant. Voilà. Ça se rapprochait bien de ce premier chapitre de Fuchs. Et donc cette idée de, déjà, qu'est-ce qu'on appelle... Alors ça porte un nom quand même, j'ai mis ça sur le nom du tempérament musical. Le tempérament musical, mais évidemment j'en viens dans les vidéos, c'est les compromis qu'on fait pour esquisser une gamme. Ça je l'expliquerai, mais ce qui est intéressant c'est de savoir dans quelle mesure la mathématique intervient. Donc quand on parle des intervalles de quinte, ça veut dire ça a quel rapport en mathématiques, la carte, etc. pour tous les autres intervalles. Et puis de cette manière, c'est de quelle manière les Grecs ont structuré leur raisonnement musical à travers ce qu'on appelle des tétracordes. Aujourd'hui on raisonne en octave, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais en Grèce antique on parlait d'abord de tétracordes. Après l'hexacorde qui est arrivé au 9e, l'hexacorde, mais qui était plus... Ça n'a pas vraiment existé, ça existait parce qu'on avait envie de commencer la modulation étant d'ailleurs ce qui peut-être caractérise le plus la musique occidentale. Oui. Et puis après, donc il y a plusieurs sortes de tempéraments, et après on est arrivé avec ce qu'on appelle l'octave tonale. Mais voilà, l'idée de cette vidéo, c'est d'avoir un premier aperçu de quoi on parle, la différence des hauteurs, quelle base il faut mathématique pour comprendre le son, ce qui est une consonance, une dissonance. On parlera aussi de battement acoustique. Et ça, c'est une donnée, même expérimentalement, qui est intéressante à entendre, parce qu'on entend un effet qui est très particulier. Ah oui, c'est même très bien, flagrant. C'est très flagrant. C'est très flagrant.
c'est très intéressant. Et je trouve que c'est intéressant de l'entendre et on vous le fera écouter de toute manière. Et puis après d'expliquer certains tempéraments qui ont vraiment connu leurs heures de gloire. Et je pense notamment au système pythagoricien qui a des données qui sont, enfin en tout cas des données, dont la gamme pythagoricienne a des choses qui sont très belles comme les quintes qui sont super, mais en même temps les tierces ne sont pas du tout respectées dans leur état de consonance parfaite. Et donc il y a d'autres tempéraments, ce sera l'objet des vidéos, des tempéraments qui sont, il y en a un qui s'appelle le tempérament naturel, c'est-à-dire qu'on a essayé de respecter tous les intervalles les plus parfaits pour construire une gamme, et finalement ça ne fonctionne pas parce que dès qu'on module c'est très faux. Et enfin le tempérament qu'on utilise aujourd'hui, et qu'ils appellent donc le tempérament égal, mais dites-vous que tout ce qu'on joue aujourd'hui, quand vous imaginez que c'est très bien accordé, eh bien, tout est faux naturellement, sauf l'octave. Donc voilà, l'idée c'est d'expliquer un petit peu tout ça. Voilà, c'est ça, c'est très bien. Donc je pense que moi j'en avais pas la compétence vraiment, enfin je connais ces notions, mais de manière assez vague finalement. Ouais. Donc j'ai préféré, c'est très bien qu'on ait l'occasion de cette collaboration. Et ça apporte aussi, surtout à l'occasion de cette parution du Fuchs, un éclairage, parce que c'est vrai que le lire comme ça c'est un peu abrupt. Oui, tout à fait. En fait, tout ce premier chapitre. Tu t'en éloignes, évidemment, ça n'est pas une explication de texte, on n'en est pas là, bien sûr. Mais enfin voilà, ça apporte un éclairage qui me semble vraiment intéressant. Tout à fait. Alors oui, pour ceux qui, peut-être pour me présenter davantage... oui, c'est vrai. Peut-être, oui, c'est qu'est-ce qui fait que moi, tout d'un coup, j'ai eu... oui, c'est vrai. Ça fait plusieurs années quand même que je m'intéresse à ça. Oui, à la base, je suis ingénieur, j'ai fait mes classes prépa et j'ai fait une école de chimie. Et je me souviens à l'époque, bon, je mélange plus judo et la chimie, mais c'est pas la question. Mais je me souviens qu'à l'époque, on était en prépa sur les équations différentielles de la corde vibrante. Et je me souviens de la mise en équation de ce système de cordes, comme une corde de guitare qu'on faisait vibrer, et on mettait tout en équation. Et c'est là où on pouvait aussi comprendre la décomposition du son. C'est un phénomène que je vais aussi expliquer dans une des vidéos. C'est-à-dire qu'en jouant une corde, on entend non seulement la corde qui est jouée, d'accord, mais on entend aussi tout ce qu'on appelle ses harmoniques, et mathématiquement, ça se justifie. Donc je n'irai pas jusqu'aux équations différentielles, c'est pas la question, mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'en jouant une corde, on ne joue pas qu'un seul son, mais on en joue une infinité, c'est quand même bluffant. C'est vraiment très important, j'ai eu l'occasion moi-même dans mes cours d'écriture de parler de la résonance naturelle, l'accord de Do majeur n'est pas une fabrication intellectuelle. Pas du tout. Le mineur, c'est une réalité physique naturelle. Tout à fait. Bon ben voilà, et je suis très content de cette initiative et puis j'espère qu'elle sera regardée. J'espère bien. Je pense que ce sera le cas. Merci beaucoup. Je t'en prie Jean-Louis.